Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TM1. Merci de suivre ce nouveau numéro de l'Actu en débat, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Au cœur d'une polémique avec ses alliés, Dr Choguel Kokala Maïga a été l'objet d'une décision susceptible de lourdes conséquences. Le chef du gouvernement a été en effet déposé par ses camarades politiques en tant que président du comité stratégique du M5 RFP. Le mouvement ayant fait chuter le régime d'Ibeka en 2020. Le déficit de la production et de l'électricité ne laisse pas le choix à Énergie du Mali, la société qui a élaboré un programme de coupure pour la ville de Bamako et ses environs. La semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de Mali qui élabore un programme, La Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État vise à informer, éduquer et sensibiliser diverses populations sur le sens de ces symboles. Pour en débattre, nous avons comme invité Bruno Dito Sebedi, journaliste, directeur de publication du journal Mali Horizon. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Brahma Soulo, journaliste, directeur correspondant des médias au Mali. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Paul Japi. Merci d'avoir répondu une fois de plus à l'invitation de la télé TM1. Alors, comme je le disais en titre, primature, vu ce qui se passe au sein du M5 RFP, un mouvement qui aujourd'hui est en froid avec le président du comité stratégique, le chef du gouvernement, Dr Choguel Maïga. Alors, vu cela, peut-on dire aujourd'hui que Choguel est-il sur une chaise éjectable au sein de la primature, Monsieur Bruno? D'abord, il faut déplorer ce qui se passe dans un contexte de transition. Le mouvement politique que le Premier ministre coordonne, quand ce mouvement-là se livre à ces querelles-là, ce n'est pas un bon spectacle. Maintenant, ça peut être analysé comme prévisible parce que c'est un mouvement plus ou moins hétéroclite qui, vous l'avez dit, s'est mobilisé pour le départ de l'ancien régime. Maintenant, la gestion du pouvoir, c'est toute une autre réalité. On peut imaginer que les récompenses éventuelles, la vision a évolué chez certains, n'a pas évolué chez d'autres. Donc, ça a pu pousser à ces querelles, à ces divisions, jusqu'à ce que les gens se clashent par presse interposée ou bien sur la place publique. Maintenant, votre question, le Premier ministre est-il sur une chaise éjectable ? Il faut, si vous donnez le temps, il faut dire que un Premier ministre, de façon classique, est toujours sur une chaise éjectable. Ça paraît une lapalissade, mais dès que le Premier ministre est nommé, eh bien, ses jours sont comptés. C'est sûr que le chef de l'État a toutes les prérogatives pour le faire démettre. Donc, ses jours sont comptés dès l'entame. Mais dans le contexte particulier d'aujourd'hui, le chef du gouvernement, avec tout ce bruit derrière lui, avec toute cette contestation, j'allais dire avec cette chamaillerie derrière lui, ça devrait gêner le chef de l'État d'avoir son premier collaborateur de l'exécutif autant contesté par son mouvement, par sa base. Donc, la réalité selon laquelle il est sur une chaise éjectable est devenue plus poignante, plus évidente. Monsieur Soulo, Choguel, primature, juste au compter, hein? Ces jours sont comptés, comme l'a dit chef Bruno. Je crois que ça, c'est depuis le départ. Comme l'a dit, quand on est nommé, on s'attend à être démis d'une façon ou d'une autre. Maintenant, on est arrivé quand même au clou du spectacle parce que quand on voit le M5 RFP s'effriter de telle façon, on en avait parlé la dernière fois sur ce même plateau. Je crois que c'est ce qu'on pouvait le moins souhaiter à un mouvement. Mais comme on l'a toujours dit, ce mouvement n'a jamais eu une vision commune, n'a jamais eu un objectif commun. C'est parce que c'est un mouvement hétéroclite, comme l'a dit Bruno, mais aussi un mouvement qui avait des objectifs différents au sein même du mouvement. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe et le Premier ministre qui se donne à ce spectacle au moment où le président de la transition a mis en place un comité de pilotage pour un dialogue intermalien et dans sa propre base, dans son propre mouvement, il n'a pas pu réunir ses partisans, il n'a pas pu regrouper, il n'a pas pu dialoguer avec son propre mouvement. Je ne sais pas comment il peut ce Premier ministre dialoguer avec les Maliens. Donc ça donne quand même une mauvaise image de lui auprès du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta,
je crois qu'il va tirer toutes les conséquences de ce qui se passe. Et pour moi, ça serait dommage quand même que le président lui laisse conduire ce dialogue intermalien, parce que quelqu'un qui n'a pas pu réunir sa famille politique ne pourra pas réunir les Maliens de tous les bords. Donc je crois que oui, pour le bon résultat du dialogue intermalien, ne serait-ce que ça, je crois que le président doit changer à un personnage, à une personnalité neutre, qui pourra conduire, qui pourra avoir un résultat probant de ce dialogue intermalien-là. Mais pour la rectification de la transition, est-ce que le Premier ministre Choguel Kokala, lorsqu'il a été nommé, n'a pas vraiment aussi apporté un plus à cette transition-là au Mali, Bruno? La rectification, c'est un concept qui est à polysens, à plusieurs sens, parce que la rectification est intervenue dans un contexte particulier. Par nature, une transition devrait se dérouler de façon paisible, c'est-à-dire des personnalités plus ou moins neutres, puisque le régime d'exception qui s'enclenche ne part pas sur la base électorale. Des gens ne sont pas élus. Donc, par nature, la transition devrait commencer par des dirigeants acceptés de façon majoritaire. Donc, la transition a commencé avec le duo, je ne veux pas revenir là-dessus, Bandao et Mokhtar Ouane. A priori, quand ça a commencé, il n'y avait pas, au sein de l'opinion, il n'y avait pas un rejet massif. Mais c'est le M5 RFP qui s'estime être l'un des acteurs décisifs de ce changement, qui disait qu'il fallait qu'il joue le premier rôle. Et donc, cette contestation-là a fait que beaucoup de choses ont été dites. Personne ne peut aujourd'hui attester de la véracité de ce qu'on a prêté à Bandao et autres. Je ne veux pas rentrer dans cela. Ce que je voudrais dire, c'est qu'une transition par nature devrait rassembler, devrait être apaisée. Mais quand, au niveau de la primature, une structure phare de la gouvernance, au niveau de la primature, les collaborateurs politiques, les alliés politiques du chef du gouvernement, le raille, le voue aux gémonies, le critique ouvertement sur la place publique. Le chef de l'État, nous ne sommes pas ici pour faire un plaidoyer pour qu'on démette le chef du gouvernement, mais nous constatons quand même que ça fait du politiquement incorrect que dans l'entourage du chef du gouvernement qu'il y a autant de bruit. D'un. De deux, le chef du gouvernement a fait une sortie où je cite l'expression qui m'a un peu captivé l'attention, des militaires veulent affaiblir son mouvement. Des militaires veulent affaiblir son mouvement. Dans un contexte de Mali en crise sécuritaire, quand le chef du gouvernement indexe des militaires comme des acteurs voulant affaiblir son mouvement politique, je crois qu'il y a quelque chose dont il faut tirer des conséquences. Alors, justement, vu ce que vous venez de dire, comme je dis, c'est M5 RFP qui pense qu'il fallait rectifier cette transition et le choix s'est porté sur Choguel durant tout ce temps. Est-ce que Choguel n'a pas apporté aussi sa baguette magique à cette transition pour que nous puissions là où nous sommes aujourd'hui? Bon, Choguel, qui le connaît, je ne le connais pas très bien, mais quand même de peu de temps que je connais de lui, parce que quand même j'ai couvert toutes les manifestations, toutes les conférences de presse de M5 RFP. Et au-delà, quand il était ministre de la communication sous Ibeka et tout ça, le personnage que je connais, c'est quelqu'un qui aime les ping-pong. Cette situation où on lui jette des pierres, lui aussi il répond, ça lui plaît. Et c'est comme ça qu'il a su même ressusciter en quelque sorte le mouvement M5 RFP au moment où, quand Bandao et Mokhtar Ouane, comme l'a dit Bruno, on pensait qu'en ce moment, le mouvement M5 RFP était mort de sa belle mort, comme l'avait dit Kaoudim. Et de ping-pong, de ces jeux de coups de poing et de coups de pied, il est ressuscité jusqu'à ce qu'on lui donne ce qu'il cherchait, donc c'est-à-dire la primature. Et cette primature lui a été octroyée par ses pairs du M5. Ceux-là même qui aujourd'hui le poussent ou sinon le destituent à la tête du comité stratégique. Donc il n'a pas su, en tant que premier responsable du mouvement, qui a joué un grand rôle dans ce qu'on vit aujourd'hui le Mali et les Maliens, il n'a pas su transcender le clivage. Il a été trop clivant
il n'a pas voulu céder parce qu'il a su, comme on a dit la dernière fois ici, il a su que lui, son salut, c'est le M5. Sinon, moi, à sa place, j'aurais déjà laissé la présidence du mouvement à quelqu'un d'autre. Parce que quand on est nommé, Bruno l'a rappelé, quand on est nommé Premier ministre et dans une transition, on n'est pas partisan. On est dans le rassemblement. On est dans la communauté. On rassemble. On fait de sorte que tout le monde souffle dans la même trompette. Mais quand on vient et on dit les mouvements les forces de changement, elles doivent gagner les élections toujours dans un jeu partisan, je crois que c'est depuis lors il a échoué. Et comme l'a dit, moi aussi je m'inscris dans la même logique. Je ne suis pas là à plaider pour qu'on le démette, mais il a montré lui-même que aujourd'hui il n'est pas à la hauteur de la situation. Parce que, comme je l'ai dit dans mes propos préliminaires, aujourd'hui le Mali a besoin de rassemblement, d'union autour du dialogue intermalien. Et ce dialogue qui a remplacé l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, ce n'est pas rien, c'est quand même quelque chose. Et pour réussir à ça, le Premier ministre devait être la tête de proue. Mais malheureusement, il a montré autre chose. Un rassembleur, si on veut bien comprendre. Ok, si d'accord. vous permettez, oui, j'aimerais ajouter un mot. Mm-hmm. La rectification dont vous parlez. Aujourd'hui, je crois que si on veut faire un bilan un peu objectif, on peut dire quand même que la rectification a ajouté un grain de sel à la rupture. Même si le chef de l'État est celui qui incarne la politique extérieure du pays, le chantre de cette rectification, c'est le chef du gouvernement. Et ça a exacerbé un peu la rupture du Mali vis-à-vis de la communauté internationale, vis-à-vis de beaucoup de pays. Au point qu'un observateur averti, on doit s'interroger. Est-ce que cette rupture-là nous a fait, quand on met les éléments dans la balance, nous a fait plus gagner? Est-ce qu'on n'essuie pas beaucoup de difficultés du fait de cette rupture? On doit se poser cette question. Les ONG françaises qui ont plié bagage, la coopération avec les Européens en dents de scie, ou bien presque au bas mot, le renvoi, je ne veux pas revenir là-dessus, oui, l'aménagement et autres, oui. la coopération, les gens qui ont perdu leurs emplois, etc. Si on met ça dans la balance, cette rectification nous a-t-elle fait que du bien? On doit s'interroger. Et si le chantre de cette rectification a son fauteuil en jeu, eh bien, l'observateur averti doit réfléchir par deux fois pour plaider éventuellement auprès du chef de l'État pour en tirer toutes les conséquences. Tirer toutes les conséquences, justement, les jours à venir, nous en dirons un peu plus. Nous allons sur le deuxième sujet. EDM établit un programme de coupure. Le déficit de la production d'électricité ne laisse pas le choix à la société qui a élaboré un programme de coupure, surtout pour ce mois de Ramadan. Alors, la première question que je vous pose, on nous a fait savoir que Ramadan, ça sera le mois, il n'y aura plus de coupure, les Maliens pourront passer cela, mais ouf, malheureusement, ce que nous avons vu a laissé tout le monde sur sa faim. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'EDM est vraiment confronté à un problème de fourniture d'électricité? Ça, je crois que c'est un secret de polichinelle. Hein. Tout le monde sait, les Maliens le savent, que cette structure est à bout de souffle. Vraiment, l'EDM SA aujourd'hui est moribonde. Donc, elle n'a pas de solution. Le directeur, il a beau être transparent, beau être clair et, comme on dit, franc avec lui-même, il n'a pas de solution. Il a montré qu'il n'a pas de solution. Et la solution, c'est quoi? La solution, c'est le manque d'argent. Quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas avoir les hydrocarbures. Quand on n'a pas les hydrocarbures, on ne pourra pas faire fonctionner les centrales thermiques qu'on a. Donc aujourd'hui, le problème, malgré l'installation ou sinon la proposition de chronogramme à certains au quartier Bamakoua, on a quand même vu que soit le temps proposé est réduit drastiquement, soit
ce n'est pas respecté. Et ce n'est vraiment pas manque de volonté de la part du directeur. Moi, je crois qu'il est limité dans sa capacité à agir, à réagir à la demande. Comme il l'a dit dans ses propos, la demande est forte. Et qui sait, la démographie bamakoise, Bamako seulement aujourd'hui consomme beaucoup parce que aujourd'hui tout le monde veut être dans sa propre famille. Aujourd'hui tout le monde veut avoir son propre compteur. Donc ce qui fait que la demande elle est forte. Et aujourd'hui, moi, depuis avant aujourd'hui, quand Edem appelait les gens pour leur demander de réduire leur consommation, ça a commencé depuis lors. Ça, c'était vraiment au temps d'Ibeka. Depuis lors, moi, je me demandais à quel jeu joue cette société-là. Les gens encouragent, les entreprises encouragent les clients à consommer. Et cette entreprise décourage les gens à consommer. Donc, ce qui veut dire qu'on savait que ça allait venir. Aujourd'hui, vraiment, cette entreprise, malgré la bonne volonté du premier responsable, le directeur Diallo, je crois qu'elle est vraiment arrivée à ses limites. À ses limites. Alors, M. Bruno, justement, un plan de délestage pour Bamako, c'est vrai que c'est mal apprécié, mais est-ce que c'est pas au moins une solution alternative que l'on sache au moins qu'à tel il peut avoir l'électricité pour pouvoir quand même faire face à certaines urgences? Oui, d'abord il faut relever le fait que sur les réseaux, il y a un plan de délestage communiqué qui a été démenti. EDM ne se reconnaît pas. Donc, il y aurait le plan de délestage, le plan pour servir de l'EDM même. Mais ce qu'il y a, c'est que d'abord, il faut reconnaître que c'est dommage. C'est dommage qu'en ces temps-ci, en ce 21e siècle, qu'on soit dans cette phase-là de devoir rationner ou bien rationaliser. Vous devez avoir du courant pour un petit temps, on va servir. Alors que en termes de prospective, on devrait savoir, comme Solo le disait, le DG de l'EDM parle de la demande est très forte. On sait que la demande allait être très forte. Ouais. On le savait. Donc, la structure, c'est au-delà même de l'EDM, qui n'est pas moribonde, qui fait ses efforts, qui fait ce qu'elle peut. L'État même, parce que c'est une entreprise publique, l'État devrait intervenir massivement, de façon drastique, de façon ferme, pour apaiser les souffrances des populations. Parce que le DG ne peut que constater que il a besoin de plus d'appui de l'État pour pouvoir, en termes de carburant, en termes de consommation, en termes d'investissement, pour diversifier son réseau et atteindre toutes les populations. C'est dommage qu'aujourd'hui, toute l'économie dépend de ça. Hein. Les gens n'arrivent plus à travailler. Or, nous sommes en temps de Ramadan où on a besoin de plus de travail pour faire face à la consommation grandissante. C'est dommage. Le seul plaidoyer que moi je peux faire, c'est il faut que le ministre de l'Énergie plaide de façon forte ce dossier-là auprès du chef de l'État pour que, à l'impossible nul n'est tenu, qu'on arrive à solutionner, à soulager davantage les peines des populations. Alors, si je vous entends bien à vous écouter, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que l'EDM a des difficultés. Alors, la question que je vais vous poser, est de savoir, est-ce qu'il ne faut pas faire un plan Marshall d'urgence pour EDM? Justement, c'est ça ce que le plaidoyer, il faut un plan. L'État, Jean-Jacques Rousseau dit que c'est un léviathan qui doit pouvoir, c'est l'État qui nous protège, c'est l'État qui doit pouvoir, pour le citoyen lambda, l'État a la possibilité. Même si l'État va évoquer des difficultés de trésorerie, on n'a pas d'argent, l'État est supposé devoir chercher cet argent-là pour soulager les peines. C'est ça. Donc, un véritable plan Marshall, frappé à quelle porte? On nous a parlé des Russes qui devraient venir. On ne sait pas là où on en est. C'est avec la Russie que le Mali entretient aujourd'hui la coopération la plus florissante, en tout cas au sein de l'opinion. Et cette coopération nous fait priver d'autres portefeuilles. Hein? Oui. Parce que tout le monde connaît la géopolitique internationale. Okay. Donc il faut qu'on plaide auprès des Russes, auprès des partenaires chinois, turcs, etc., pour qu'ils nous viennent en aide afin que ce problème-là soit un vieux souvenir. Solo, quel plan Marshall pour EDMSA? Plan Marshall, je ne crois pas que le problème est à ce niveau, il n'y a pas de solution. Il y a toujours des solutions. Mais aujourd'hui, on a fait un choix parce que EDM est une priorité, la sécurité est une priorité et on a fait le choix d'assumer la priorité sécuritaire. Et aujourd'hui, on sait que pratiquement tout va vers ce secteur-là parce que sans ça aussi, on ne peut pas sortir de l'ornière.
Ça, c'est clair. Quand, je ne sais pas, vous vous souvenez, le président de la transition, quand il a reçu à l'occasion de Nouvel An les légitimités traditionnelles et religieuses, il a dit, même les ministres n'ont pas leur salaire en bonne et due forme. Donc il a dit, donc, ce qui prouve à suffisance que c'est vraiment tension de trésorerie qu'il y a à ce niveau. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le partenaire, sinon les partenaires que nous avons aujourd'hui, qui nous donnent, qui nous vendent les matériels contre notre propre argent, est-ce que c'est des partenaires qui peuvent nous aider? C'est ça aussi la question. Mais quand même, moi, je ne me plains pas. Je ne me plains pas parce que je me dis que c'est ça que nous, les Maliens, on a cherché et on doit subir ce qu'on a cherché parce qu'on a dit souveraineté. Et quand on parle de souveraineté, on doit quand même fournir des efforts, des sacrifices et tout ça. Donc, on va mettre ce qu'on vit de l'EDM dans ce sacrifice-là et prier Allah que peut-être dans les prochaines années qu'on aura solution. Cette manière de concevoir que pour la sécurité, l'État a mis tous les moyens ou bien la priorité pour que de l'autre côté, la survie de la population. Parce que les artisans, les soudeurs et autres, ils travaillent. Et c'est au jour le jour que leurs familles se nourrissent. Non, ils travaillent grâce au courant. Même la presse. Moi, je cite ces secteurs qui sont les plus frappés. Donc, est-ce qu'on va dire que nous sommes dans un État, on a besoin de se sécuriser, c'est vrai, c'est une priorité. Et donc, déshabiller Paul pour habiller, je ne sais pas, Jean, de cette façon-là? Non. Le citoyen lambda se dira, je paie mes factures, eh bien, j'ai droit à l'électricité. C'est vrai, c'est l'État, s'il y a un devoir régalien aussi de sécuriser. Mais on ne va pas sécuriser et dire qu'on a tout investi, essentiellement trop investi au plan sécurité, qu'on doit souffrir de cette façon-là. D'accord. En 7 ans de canicule. C'est très bien compris. On pense que justement le problème des DM, on va pousser la réflexion pour voir vraiment qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Alors notre dernier point de notre débat, c'est la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État qui vise à informer, éduquer et sensibiliser différents publics sur le sens, la portée et l'inviolabilité des symboles de l'État. Alors la question que je vous pose rapidement, quand on parle des symboles de l'État, réellement, est-ce qu'aujourd'hui les Maliens savent réellement ce que c'est les symboles de l'État? Oui, les Maliens, bon, pour ceux qui sont allés quand même à l'école, savent que quand on parle des symboles de l'État, on parle des drapeaux, on parle de l'armerie, on parle l'hymne national, on parle la devise, tout ça. Donc, je crois que les Maliens qui sont... malheureusement, on a quand même une grande partie de la population qui n'est pas allée à l'école ou qui n'a pas dépassé le niveau primaire. Donc, c'est à ce niveau, il y a problème. Et aujourd'hui, quand on voit l'utilisation abusive des symboles de l'État, c'est souvent à ce niveau-là. Quand on voit même le drapeau national Koussi, qui est interdit souvent, d'après ce que j'ai entendu, c'est interdit même par la loi, qui coudre tous les drapeaux, toutes les couleurs nationales et faire d'habits ou de chapeaux, se promener dans la rue, c'est interdit. Mais quand on regarde dans les circulations, dans les rues de Bamako, on en trouve beaucoup. C'est pas ce qui manque. Donc, et l'armerie, tout le monde aujourd'hui a son macaron, même quand on n'est pas officiel. Et c'est des utilisations abusives comme ça qu'il faut parler. Mais au Mali, comme on sait, que pour que les gens utilisent quelque chose, il faut interdire. Quand on interdit, les gens le font. Donc voilà, c'est ça le problème. Alors Bruno, le symbole de l'État, est-ce que l'utilisation abusive, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment mettre fin à cela? D'abord, si l'État a institué une semaine nationale pour ça, c'est que l'État a constaté que c'est une réalité, cette utilisation abusive. Ou bien même les gens ignorent l'importance des symboles de l'État. Vous avez cité, Solo a cité les symboles de l'État. Il y a aussi le sceau de la République. Les armoiries. Et nous sommes à une ère avec les réseaux sociaux où les gens falsifient rapidement les documents confidentiels qui apparaissent sans le sceau, etc. Et c'est pourquoi cette semaine-là a été instituée. Je crois que c'est lié aussi à l'aspect éducatif, le niveau de civisme, le niveau de conscience nationale, de patriotisme, pour que les gens sachent que l'État est, comme je le disais tout de suite, c'est toute une institution qui nous protège, nous tous, sinon on serait dans la jungle. Et donc l'État a ces éléments d'identification qui sont les sceaux, il faut les protéger, j'allais dire même, il faut les
les vénérer, les respecter. Donc le drapeau, cette utilisation-là, c'est cette conscientisation. Je salue au passage le directeur national de l'administration judiciaire, la DNAJS, le magistrat Najim, qui, je crois que c'est lui qui dirige la commission, qui sensibilise pour que les gens changent leur mentalité par rapport au symbole de l'État. Alors, quelqu'un me posait cette question, est-ce qu'il ne faudra pas vraiment enseigner cela à l'école? Vous êtes d'avis avec cela? Tout à fait. Dans certains pays, l'éducation civique et morale. Voilà, ECM. C'est les éléments factuels que ECM doit enseigner dès les bas âges. L'hymne, la devise, tout ça là, c'est sacré. Il ne faut pas banaliser comme les gens le font. Il y a la canne, on prend le drapeau, on se couche là-dessus pour manifester sa joie. Non, ça doit choquer. Donc, c'est des éléments sur lesquels il faut insister en termes de sensibilisation, les introduire dans les programmes pédagogiques. Vous êtes d'avis de cela? Oui, je suis d'avis, mais il faut aller loin. Il faut peut-être commencer à réprimer. Parce que la sensibilisation, ça a vraiment duré. Il faut commencer à réprimer. Quand on réprime et qu'on montre ça à la presse, on montre ça aux Maliens que voilà, désormais, quand quelqu'un fait ça, voilà ce qu'il en court. Si ça n'arrive pas à ce niveau, je crois que les Maliens ont tellement de sourdes d'oreilles, ça va aller loin. Avant la répression, moi, je voudrais plaider que la sensibilisation s'intensifie. On n'a jamais suffisamment trop sensibilisé. Parce que dans les zones rurales... Il faut toujours sensibiliser, justement. Dans les zones rurales, le vieux qui brandit son drapeau, il pense qu'il célèbre le Mali. Il se couche dedans, il pense qu'il célèbre le Mali. Est-ce que vous voyez? D'accord, alors c'est très bien compris. Il faut une sensibilisation pour qu'on puisse respecter vraiment les symboles de l'État. Alors, merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nos invités étaient M. Bruno Dito Sebedi, directeur de publication du journal Mali Horizon, et Boema Soulo, correspondant des médias au Mali. Merci, bonne soirée et à très bientôt.